État de siège, élection 2023 et le bilan de son premier mandat. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est revenu largement sur ces sujets au cours d'une interview accordée aux médias périphériques RFI et France 24. Les détails dans ce journal. Que doit-on retenir de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU après l'audition de plusieurs discours des chefs d'État? La rédaction de Télé 50 a tiré plusieurs conclusions, parmi lesquelles l'imposition d'une pensée unique des États-Unis et ses alliés en défendant la cause ukrainienne. Conflit Tekeyaka Kwamut dans la province du Maïndombe, la province voisine du Kwilu, a enregistré vendredi 21 000 déplacés suite à deux attaques survenues mercredi et jeudi dernier au village Bissala et Bibonga. Et en sport, les clubs d'élite connaissent la date du démarrage du championnat de la Vodacom Ligue 1 et de la Ligue. La Linafoot a annoncé la date du 8 octobre et du 20 octobre respectivement pour chaque championnat. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. En marge de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État Félix Tshisekedi a accordé une interview aux médias périphériques RFI et France 24. Le président de la République a expliqué que du haut de la tribune des Nations Unies, il a lancé un cri de vérité pour mettre fin à l'hypocrisie en dénonçant l'agression militaire directe du Rwanda contre son pays. Par ailleurs, Félix Tshisekedi, qui juge son bilan positif, se dit confiant d'être réélu et a affirmé que les élections présidentielles et législatives auront bel et bien lieu en 2023. En outre, le chef de l'État se réjouit du bilan de l'état de siège. On l'écoute. Ça fait une vingtaine d'années qu'il y a de la violence. Pourquoi est-ce que vous avez, vous, un baromètre comme ça sur lequel vous savez mesurer quand est-ce qu'il y a eu plus ou moins de violence? Non, je crois pas. Est-ce que vous avez un premier bilan à nous donner? Ben oui, mais je crois déjà que les groupes mafieux ont été pour la plupart neutralisés. Je crois que vous avez quand même appris que les recettes de ces provinces ont fait un bond en avant. Donc ça veut dire que l'état de siège a eu au moins du bon de ce côté-là, celui de sensibiliser les ressources et donc pouvoir maintenant les injecter dans des programmes de prise en charge de ces groupes armés afin de les désintéresser de cette question, parce qu'il y a aussi le côté pauvreté, chômage et tout ça qui les avait amenés dans ces activités. Il y a en Ituri, par exemple, plusieurs groupes armés mono-ethniques qui se battaient justement pour des raisons ethniques, qui ont fait la paix et qui sont prêts à complètement sortir de ces activités. Donc, il y a une lueur d'espoir, mais évidemment, je ne dis pas que tout est parfait. Ça ne pouvait pas non plus l'être. Moi, je ne me faisais pas d'illusions. On est dans une zone où il y a eu une vingtaine d'années de violence et de mafia et tout ce que vous voulez. C'est pas en un an qu'on allait mettre fin à tous ces fléaux. Mais et en plus, il y a eu, ça a été interrompu par le M23 qui est arrivé comme un cheveu dans la soupe pour encore compliquer les choses. C'est peut-être lié, non? Oui, sûrement. Mais tout ça, il faut le démêler, il faut le comprendre. Mais la détermination est là. Que doit-on retenir de la 77e Assemblée générale de l'ONU après l'audition des plusieurs discours des chefs d'État? La rédaction de Télé 50 a tiré plusieurs conclusions, parmi lesquelles l'imposition d'une pensée unique des États-Unis et ses alliés en défendant la cause ukrainienne. Après la tenue de la 77e session générale de l'Assemblée des Nations Unies, plusieurs conclusions ont été tirées. C'est que tous les pays agressés tels que la RDC, le Yémen, l'Arménie s'attendaient à voir la prise en compte de leur situation de l'agression du territoire de leur pays par la communauté des nations. Peine perdue. Tout le débat a été ramené au cas bien particulier de l'Ukraine, selon le bon vouloir du maître des séants. L'impression générale qui se dégage de cette 77e session de l'ONU est bien la face cachée de cette guerre de l'Ukraine
qui en réalité s'avère être les fusibles d'une guerre plus large qui pourra ouvrir à une nouvelle ère politique mondiale. À y regarder de très près, le monde est en pleine mutation. Une mutation, on ne peut plus structurelle et profonde qui change tous les tableaux des politiques internationales. Nous sommes en face d'un monde en transition très manifeste. On voit dépasser des mondes unipolaires instaurés depuis la chute du mur de Berlin vers un monde multipolaire. En écoutant attentivement les discours de la plupart des grands dirigeants du monde, on en a déduit que cette 77e Assemblée générale des Nations unies est le reflet des grandes tensions mondiales avec des versions trop diversifiées des dirigeants du monde. L'annonce du référendum d'autodétermination de nombreuses provinces russophones de l'Ukraine, la démarche de la nouvelle première ministre britannique pour déplacer l'ambassade de Sa Majesté de Tel Aviv à Jérusalem et son appel à l'effort collectif d'empêcher l'Iran de développer l'arme nucléaire, la demande rocambolesque d'Emmanuel Macron de retirer carrément la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU, ou encore ses interprétations biaisées des propos de Poutine et ses allusions à peine voilées de Joe Biden au possible usage de l'arme atomique en guise de réponse sont autant de signes de durcissement d'un camp contre l'autre que l'expression de la fracture profonde de la politique internationale. Au-delà de ces fractures importantes entre nations émerge aussi l'effondrement du système multilatéral. Ce tiraillement qui prend son point focal dans la guerre en Ukraine met à mal le droit international et l'ordre géopolitique qui ont régi le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le fondement de ce macro-cadre qui a mené à des négociations, à des compromis et à des traits semble s'écrouler inexorablement. Ceci dit, les grandes puissances se sont entrées dans un désaccord total sous l'avenir du monde, sous le respect mutuel des zones d'influence respectives et des frontières traditionnelles régies par la Charte des Nations Unies. Autre chose à présent, le Premier ministre a clôturé tard dans la soirée de vendredi à Goma la mission de quelques jours qu'il a effectuée dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour évaluer l'état de siège. À l'étape de Goma, Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec différentes couches de la population, les députés provinciaux et membres du gouvernement provincial, la société civile et les membres des mouvements citoyens. À la fin de sa mission, le chef du gouvernement congolais a dit à la presse réserver la primeur des recommandations reçues au président de la République qui pourrait prendre la dernière décision sur des questions sécuritaires dont celle des opérations militaires. Au gouvernorat du Nord Kivu, le Premier ministre congolais a reçu différentes couches de la population. D'abord, la société civile et les mouvements citoyens. Puis les membres du gouvernement provincial conduit par le gouverneur Kalinzanzu Kasivita et les députés provinciaux avec leur président Robert Seninga, tous en congé. À l'issue de ces différentes consultations, Jean-Michel Sama Lukonde a dit que des discussions ont tourné autour des questions sécuritaires, notamment les récentes manifestations pour exiger le départ de la MONUSCO. Nous avons eu à déplorer récemment dans le cadre de ces revendications demandant le retrait de la MONUSCO, à regretter, déplorer le demande. Nous ne voulons plus voir cela arriver. Et donc c'était vraiment une demande de responsabilité pour qu'on s'assure que nous épargnons des vies. Nous sommes déjà dans une situation sécuritaire difficile. Il faut concentrer nos forces là où nous avons véritablement ces forces négatives, cette agression que nous avons qui est activée par le Rwanda. C'est là que nous devons mettre l'énergie. Concernant l'évaluation de l'état des sièges, Jean-Michel Sama Lukonde a souligné réserver la première des questions sensibles au président de la République. Il a par ailleurs indiqué que d'ici là, le couvre-feu instauré dans la ville de Goma sera levé. Nous avons reçu cette revendication sur les restrictions au niveau des déplacements ici dans la ville de Goma. Et donc une instruction, indication claire a été donnée au gouverneur militaire de très vite réunir le conseil de sécurité et voir les modalités de levée de couvre-feu tel que c'est vécu actuellement dans la ville de Goma. Et donc, c'est un peu en résumé ce qu'a été nos échanges du point de vue des points saillants. Bien sûr,
Les autres questions purement sécuritaires et d'opérations militaires, nous réservons la primeur à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Rappelons que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde était accompagné dans cette mission par quelques ministres de son équipe gouvernementale. Et puis le gouverneur militaire de l'Ituri, Luboya Kachama, a remercié la population de Bunia et toutes les forces vives de la province pour l'accueil chaleureux réservé au Premier ministre Sama Lukonde et sa délégation lors de la récente mission d'évaluation de l'état de siège. L'autorité provinciale l'a fait savoir vendredi au cours d'une interview accordée à la presse. En résumé, plusieurs avancées significatives ont été enregistrées sur le plan sécuritaire, développement, quand bien même beaucoup reste à faire, a soutenu les gouverneurs militaires lieutenant-général Luboya Kachama. Au sujet de la sécurité en ville de Bunia, le premier citoyen de la province rassure la population des dispositifs sécuritaires mis en place par le service de défense et de sécurité pour sa protection. J'ai renforcé la patrouille et nous nous sommes promenés dans toute la ville. On n'a pas vu un seul monsieur se promener en arc. Peut-être c'est quand nous sommes par là, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien, et si cela pouvait arriver, que la population nous signale et nous allons nous déporter sur l'endroit. Question de redevabilité, les gouverneurs militaires, lieutenant-général Luboya a fustigé les comportements de certains compatriotes mal intentionnés qui ne respectent pas les hommes en uniforme. Quand nous disons à la population, surtout les politiciens, surtout comme j'ai toujours parlé de la surconfiance, des gens qui parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est ça justement, c'est de ça qu'il s'agit. Nos militaires se battent chaque jour. Les militaires là-bas, ils sont toujours en défensive. Non, maintenant vous avez la preuve qu'ils se battent. Et ils meurent. Mais ils vont vers l'ennemi, ils sont morts comment? L'autorité provinciale les appelle au changement car l'armée mérite le respect, quelles que soient les circonstances. J'ai toujours dit que pour une nation, il y a deux choses qu'on respecte. C'est l'église et l'armée. J'ai toujours insisté. Un appel faisant suite à la publication d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant les corps de militaires tombés sur le champ d'honneur à Botoka, village situé à environ 40 km de Loloa, en territoire de Mambasa. Je l'annonçais au sommaire, conflit Tekeyaka Kwamuntu Maindombe, la province voisine du Kwilu, a enregistré vendredi 21 000 déplacés suite à deux attaques survenues le mercredi et jeudi dernier au village Bissala, Ngweme, Bibonga. Parmi ces déplacés, environ 11 426 femmes ont été dénombrées, dont une centaine sont enceintes et vivent dans des mauvaises conditions. Le directeur de cabinet du commissaire provincial des actions humanitaires du Kwilu, Jérémy Bikiele, a demandé au gouvernement et partenaires humanitaires de leur venir en aide. À la centrale électorale, la machine pour les élections est bien en marche. L'institution balise le terrain pour la révision du fichier électoral. Le président de la CENI, Denis Kadima, a dans ce cadre supervisé le lancement de l'opération d'expérimentation des kits d'enregistrement des électeurs sur le site de l'université Révérend Kim de Lingwala. Regardez. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a supervisé le lancement de l'opération d'expérimentation des kits d'enregistrement des électeurs sur un des sites choisis, l'université Révérend Kim, dans la commune de Lingwala, pour les tests grandeur nature programmés sur 4 sites, en plus de la commune de Maluku, entre autres au Congo central. Accueillis par le bourgmestre adjoint de la commune et une délégation des cadres et agents de la CENI, conduit par M. Ilongo Toko, les membres de la plénière, Denis Kadima est vite entré en action. Dans les locales prévus à cet effet, Eric Tsongo, agent de la CENI et président du centre, a donné au numéro 1 de la centrale électorale toutes les explications sur le déroulement des opérations d'enrôlement des électeurs au sein du bureau d'inscription. Oui, c'est un processus qui s'est très bien passé. On m'a expliqué la procédure, j'ai donné ma carte et puis le dossier a été saisi. Et nous sommes satisfaits parce que tout ce qui était prévu marche bien. Donc, la fonctionnalité de la machine est satisfaisante. Le message, c'est de dire à nos compatriotes que la CENI est au travail. Nous faisons tout ce qui est possible pour que nous puissions avoir d'abord l'enrôlement des électeurs et un peu plus tard les scrutins. Et nous avons besoin de leur accompagnement.
De la parole à l'acte, Denis Kadima s'est plié à l'exercice d'identification et d'enrôlement orienté premièrement par le préposé à l'identification pour l'enregistrement des données sous la fiche F01. En présentant une carte d'identité, il a été dirigé ensuite vers l'opérateur des saisies pour l'enrôlement conduit par un agent de la CENI. Ce dernier lui a fourni des explications sur le fonctionnement de ce matériel. Ainsi donc, le président Denis Kadima s'est enrôlé étape par étape de la saisie des données à la numérisation des documents, prise des empreintes digitales, de l'iris et capture de la photo et enfin l'impression de la carte. Fiche et carte imprimées en main. Il s'est dirigé vers la table du président du bureau pour la signature et finalement les laminages, plastification de sa carte. Aux questions des journalistes présents, Denis Kadima a déclaré comme ceci: cette opération est une des étapes franchies pour l'organisation des élections en 2023. En dehors de nos frontières, les Italiens appelés aux urnes ce dimanche pour des élections législatives convoquées en raison de la chute du gouvernement de coalition de Mario Draghi. Le dernier sondage donne gagnant l'alliance dominée par l'extrême droite et regroupant Fratelli d'Italia, la Ligue et le parti conservateur Forza Italia. Un scrutin qui se tient dans un contexte économique morose. 2 mois après la démission de Mario Draghi, compte tenu des problèmes socio-économiques financiers, l'Italie s'apprête à faire face aux élections législatives. Le sondage a pris fin depuis ce vendredi. L'Italie est l'un des pays creusés de contradictions, une puissance économique de premier plan à l'instabilité gouvernementale chronique, handicapée par une population perturbée. Les situations se détériorent un peu plus chaque jour. Voilà la raison même de la démission de l'ex-premier ministre Mario Draghi. Parmi les candidats qui se sont proposés, Giorgia Meloni s'engage à diriger l'Italie et les sortir de toutes sortes de misères. Seulement que le pays est en voie de basculer à l'extrême droite. Jusque-là, seule la candidate Giorgia Meloni est la plus favorisée de tous. Elle a donc plus de chances d'être élue aux élections qui auront lieu ce dimanche. Giorgia Meloni, chef du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, est favorite chez la population pour succéder à l'ancien Premier ministre Mario Draghi. En sport, prenons d'abord les nouvelles de l'équipe nationale senior A de la République démocratique du Congo. Les Léopards ont affronté le Burkina Faso hier dans le cadre du match amical préparatif pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Match test pour le nouveau sélectionneur des Léopards, Sébastien Sabre, qui est aux commandes de la sélection nationale depuis un mois seulement. Au coup de sifflet final, 1-0 en faveur des Burkinabés, but de Bertrand Traoré à la 58e minute. Signalons que c'est la 3e défaite consécutive des Léopards en match amical international de préparation pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Pour les Léopards, il reste une double confrontation face à la Mauritanie prévue pour le mois de mars 2023. Et puis, Ligue nationale de football, le championnat d'élite est annoncé pour ce 8 octobre. En ce qui concerne la Ligue 1 et la Ligue 2, le 20 octobre, le comité exécutif de la Linafoot demande à tous les clubs de prendre les dispositions qui s'imposent. Maître Innocent Kimbundulu est au micro d'Arlette Boutella. On l'écoute. Nous avons eu une réunion tripartite. Comité exécutif de l'Africofa, commission de gestion de la Linafoot ainsi que les clubs de la Linafoot réunis au sein de la DEFCO. Nous nous sommes mis d'accord sur quelques problèmes qui bloquaient, qui freinaient le démarrage du championnat. Et nous nous sommes entendus. Là, je peux déjà vous annoncer que le 8 octobre, le championnat de la Vodacom Ligue 1, 28e édition, va démarrer, tandis que la Ligue 2, elle, commence le 22 octobre. C'est le résultat de la réunion interne que nous avons tenue aujourd'hui au sein de la Linafoot.
L'important à communiquer à nos sociétaires, c'est de se mettre déjà au travail administratif pour être prêts, puisqu'ils savent que la FECOFA donnait les dates pour l'enregistrement des joueurs. La première fenêtre se ferme le 18 octobre à minuit. Vous comprenez que, particulièrement pour la Ligue 2, qui va commencer 4 jours après, il faudra faire en sorte que les documents des joueurs soient prêts avant même le coup d'envoi du championnat. On allait terminer, place au rappel de titre. État de siège, élection 2023 et le bilan de son premier mandat. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est revenu largement sur ces sujets au cours d'une interview accordée aux médias périphériques RFI et France 24. Que doit-on retenir de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU après l'audition de plusieurs discours des chefs d'État? La rédaction de Télé 50 a tiré plusieurs conclusions, parmi lesquelles l'imposition d'une pensée unique des États-Unis et ses alliés en défendant la cause ukrainienne. Conflit Tekeyaka Kwamut dans la province du Mai-Ndombe, le Kwilu a enregistré vendredi 21 000 déplacés suite à 2 attaques survenues mercredi et jeudi dernier au village Bissala, Ngweme et Bibonga. En sport, les clubs d'élite connaissent la date du démarrage du championnat de la Vodacom Ligue 1 et de la Ligue 1. La Linafoot a annoncé la date du 8 octobre et du 20 octobre respectivement pour chaque championnat. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Télé 50 et de Radio 50. L'actualité reste incontinue.